Merci. Donc, je vais vous parler donc, de la liberté, bien sûr, mais aussi donc, de la morale, du droit, de la loi. Et donc, des termes qui sont souvent confondus. On confond souvent le droit et la morale, ce qui est légal, ce qui est moral, ce qui est juste aussi. Donc là, on a des termes qui sont des termes voisins et qui sont confondus d'abord par, je dirais, le non-philosophe, parce que bon, il y a des idées imprécises. Mais plus largement, il y a des confusions qui sont entretenues. Il y a des confusions qui sont volontairement entretenues et qui sont des véritables sources d'erreurs intellectuelles. Et c'est ainsi que ça, tout le monde le voit. Il y a aujourd'hui des actions qui en elles-mêmes sont tout à fait innocentes et qui sont rendues illégales par la loi ou par l'État et par la représentation politique. Donc, ou bien des actions qu'on peut juger immorales, mais qui relèvent de la morale privée et qui pour autant sont déclarées criminelles et donc combattues par la force publique. Et puis, comble de la confusion, vous avez des actions que l'État s'autorise à faire alors qu'aucun individu ne serait autorisé à les faire. C'est-à-dire que l'État s'autorise à faire des choses qui seraient criminelles si les individus les accomplissaient. Et donc, on est ici dans une confusion complète. Et cette confusion, elle est source de conflits. Elle est source de destruction de l'économie aussi et des ressources parce que tout cela coûte cher. À partir du moment où vous avez une inflation législative, eh bien c'est une augmentation de l'incertitude et des coûts. Et donc ici, il ne s'agit pas simplement de morale, mais aussi de paix et de prospérité. Et ce que je voudrais essayer de montrer ce soir, c'est que la source du problème, elle est philosophique. Et donc, ce que je voudrais, c'est vous inviter à vous intéresser davantage à la philosophie comme quelque chose d'essentiel dans le combat pour la liberté. On ne peut pas simplement se contenter de dire « c'est la faute des politiques ». Et les politiques sont corrompus, ce qui est vrai, sans doute, il faut changer les politiques, ou bien il faut changer les institutions, on n'a qu'à faire une 6e République, on n'a qu'à faire une nouvelle constitution, etc. Vous avez plein de gens qui vous disent ça. Les réformes, il faut faire des réformes. Oui, non, mais c'est à côté de la plaque. C'est pas le vrai problème. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faudrait d'abord identifier la source du problème. Et la source du problème, elle est philosophique. Pourquoi ? Parce que on ne sait plus ce qui est juste et injuste. C'est fondamental. Si dans une société on a perdu le sens du juste et de l'injuste, on va complètement à la dérive et on peut en faire des républiques et des constitutions. Ça ne résoudra jamais le problème. On ira de crise en crise et de catastrophe en catastrophe. On ne peut pas non plus se contenter, je pense, de dire il suffit de se tourner vers la bonne théorie économique et on aura résolu le problème. C'est vrai qu'il y a une bonne théorie économique et puis il y en a des mauvaises, ça c'est clair. Mais je pense que s'il s'agit de définir le juste et l'injuste, la théorie économique ne peut pas directement le faire. Elle n'a pas, c'est pas son objet. C'est pas son objet. La théorie économique, elle est descriptive. Elle décrit les causes et les effets. Elle vous explique ce qui est productif et ce qui n'est pas productif. Et donc, bien entendu, de manière indirecte, elle peut nous guider vers ce que peut être le juste et l'injuste. Et parfois, de très bons économistes sont aussi de très bons philosophes parce que justement, ils ont creusé. Justement, ils ont creusé et ils sont allés plus loin. C'est-à-dire, ils ont cherché à justifier philosophiquement ce qu'ils avaient compris d'un point de vue pratique, en quelque sorte, dans la théorie économique. Alors, je vais vous citer une philosophe, une grande philosophe, Ayn Rand, qui, vous savez, a fait des études de philosophie quand elle était jeune, à Pétrograd, à l'université de Pétrograd, et ça ne l'a jamais quittée. Évidemment, dans ses romans, il y a toujours un message philosophique sous-jacent.
que ce soit dans The Fountainhead avec Howard Rourke et son fameux plaidoyer à la fin lors du procès, et puis évidemment dans Atlas Shrugged, La Grève, le fameux discours de John Galt. Et après, à la fin de sa vie, en tout cas dans les 20 dernières années de sa vie, Ayn Rand a voulu justement développer, préciser ce message philosophique qui était contenu dans ses romans, et elle l'a fait dans plusieurs livres où elle a exposé de manière assez magistrale une philosophie réaliste et une philosophie politique, une philosophie morale et politique dont on a absolument besoin aujourd'hui. Alors, elle n'est pas dénuée, je dirais, elle non plus, comme je veux dire tout le monde, elle n'est pas dénuée non plus de confusion, d'erreurs, etc. Mais je pense que le fond est excellent et qu'on gagne vraiment à la lire dans cette perspective. Elle dit à un moment donné, la racine de la catastrophe du monde moderne est d'ordre philosophique et moral. Les gens n'embrassent pas le collectivisme parce qu'ils ont accepté une fausse théorie économique. Ils se tournent vers une fausse théorie économique parce qu'ils ont embrassé le collectivisme. Voilà, et ça c'est très très important de le comprendre. Toute mon intervention va porter finalement sur l'explicitation de cette phrase. Et la corruption des politiciens, les fausses théories économiques, ça n'est qu'un symptôme. Le vrai problème réside dans des fausses théories morales, fausses théories de la justice, auxquelles nous adhérons sans nous en rendre compte, parce que finalement la société y a adhéré depuis fort longtemps. Alors, bon, si vous voulez, la thèse aussi que je voudrais développer à travers ça, c'est que quand on confond le droit et la morale, quand on ne sait plus distinguer le juste et l'injuste, c'est généralement parce qu'on ignore quelque chose d'absolument essentiel, c'est-à-dire les droits de propriété. Le fait que le véritable fondement et la véritable justification de la liberté et de la justice, c'est le droit individuel de propriété. Et tant qu'on n'a pas cette théorie du droit de propriété, qu'on ne comprend pas justement d'où ça vient, pourquoi, comment, on est empêtré dans des problèmes qui sont totalement insolubles. Je voudrais vous en donner juste un exemple avant de développer, mais pour que ma problématisation soit un peu concrète. On entend souvent, et c'est vrai même chez des philosophes libéraux, je pense à un philosophe comme John Stuart Mill, donc milieu du XIXe siècle, qui a dit dans son livre On Liberty, de la liberté, la seule raison pour laquelle une autorité, un pouvoir peut contraindre un individu par la force, c'est si cet individu nuit aux autres. Bon. Quand vous écoutez ça, vous dites très bien, oui, c'est évident, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il ajoute, et il a raison, il ajoute en disant qu'un État ou un pouvoir n'a pas le droit de contraindre quelqu'un pour son propre bien. C'est-à-dire, tant que vous ne nuisez pas aux autres, eh bien, aucune autorité ne peut vous contraindre, vous empêcher d'agir. Et oui, c'est vrai, sauf que, et là, il y a un problème, et il y a, si vous voulez, une imprécision qui est source de beaucoup d'erreurs, c'est que qu'est-ce qu'on appelle nuire aux autres ? Qu'est-ce qu'on appelle nuire aux autres ? Si on ne précise pas ce que signifie nuire, eh bien, on peut l'interpréter de toutes les façons possibles, y compris contre la liberté, y compris contre la justice. Parce que, est-ce que, par exemple, si je vais voir des films américains, est-ce que je ne nuis pas au cinéma français ? Si, tout à fait. D'une certaine manière, indirectement, je nuis au cinéma français. Et alors, dans ce cas-là, l'État peut m'interdire. Alors évidemment, il va pas nous interdire d'aller voir des films américains, mais par contre, il va subventionner le cinéma français, c'est-à-dire qu'il va nous prendre notre argent pour le donner là où on ne l'aurait jamais donné volontairement si on avait le choix. Et donc l'État s'autorise finalement à voler les citoyens et à les contraindre à faire des choses qu'ils ne veulent pas, mais sans leur dire. Donc il ne va pas criminaliser le cinéma américain, mais il va quand même nous voler pour nous contraindre d'une façon cachée, d'une façon qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc, vous voyez qu'à partir et toujours la justification, c'est de dire mais ça nuit aux autres. Donc l'État a le droit d'intervenir, il a le droit de même. Imaginons je licencie quelqu'un qui ne fait pas l'affaire dans mon entreprise. Est-ce que je nuis à mes employés ? En tout cas, cet employé, oui, je lui nuis, évidemment. Mais d'un autre côté, j'ai le droit de le licencier ou j'ai pas le droit ? C'est juste ou c'est pas injuste ? Voilà, c'est là où la notion de nuire est tellement floue que sans
la notion ou la théorie, si vous voulez, des droits de propriété, on ne peut pas s'en sortir. Hein, donc voilà, donc je vais développer ça. Alors, il y a une chose quand même dans la citation d'Ayn Rand qui doit attirer notre attention, elle dit « parce qu'ils ont embrassé le collectivisme hein, ». C'est-à-dire que le problème est d'ordre philosophique et moral, et les gens se tournent vers des fausses théories parce qu'ils ont embrassé le collectivisme. Alors qu'est-ce que c'est que le collectivisme ? Ça va être mon premier point. Et dans un second point, j'en viendrai au cœur, c'est-à-dire de la philosophie libérale, comment distinguer le juste et l'injuste. Alors, le collectivisme, c'est une philosophie politique, justement. Hein, c'est une philosophie politique qui est aussi ancienne que le monde. Hein, elle est très ancienne, elle est très vieille, et c'est pourquoi elle a un prestige important. C'est une philosophie qui affirme que l'homme n'est homme que dans un corps social, que dans un corps collectif. Que seul ce corps social, ce corps collectif peut le libérer de ses entraves, hein, de son moi égoïste, de ses passions, de son ignorance, de ses vices, de ses préjugés. Et on en arrive assez vite de là à dire que le moi individuel n'est rien et que le moi collectif est tout. Partant d'un constat qui est assez juste finalement et que tout le monde peut faire, c'est que évidemment l'enfant, le bébé, il est totalement dépendant de la collectivité, en l'occurrence ses parents. Mais ses parents eux-mêmes, quand vous travaillez jamais tout seul, vous travaillez avec d'autres et vous bénéficiez de l'héritage du passé, de vos ancêtres, etc. Donc, bien évidemment, il n'existe pas d'individu isolé, seul, qui serait un atome. Non. Nous vivons en société, nous sommes faits pour vivre en société, et ça, c'est absolument véridique. Mais de là, on ne peut pas en tirer la conséquence qui est fausse, à savoir que le corps social disposerait d'un pouvoir de contraindre l'individu au motif que l'individu serait trop fragile et que c'est à travers le corps social qu'il peut s'humaniser, qu'il peut devenir humain, et que par conséquent il est en dette vis-à-vis du corps social, et donc le corps social a tous les droits. Ou en tout cas, il a un pouvoir souverain sur les individus pour leur bien. Alors vous voyez, donc on part d'une vérité pour en tirer une conséquence fausse, et c'est ça le collectivisme. Alors il peut prendre différents visages, hein, le collectivisme, il peut prendre le visage du socialisme. Bon, on connaît, hein, le premier grand socialiste de l'histoire moderne, c'est Rousseau. Hein, bon, enfin, c'est en tout cas ce que disent tous les libéraux français, hein, que ce soit Bastiat, Constant, Dunoyer, Molinari, etc. Tous, hein, ils vont pointer Rousseau hein, comme vraiment la source du socialisme moderne. Mais Rousseau était très, très inspiré par la cité antique. Hein, c'était son modèle. Il a toujours voulu refaire un petit peu la même chose parce que, effectivement, dans la cité antique, on voit bien que l'homme, on le voit chez Aristote, on le voit chez Platon, que l'homme n'est homme que dans et par la cité. Et la cité doit rendre l'homme vertueux. Alors bon, évidemment, si on peut en discuter, tout ça c'est un peu vite dit, mais c'est cela que Rousseau retient. C'est comme ça qu'il le voit et c'est comme ça qu'il le retient. On a aussi le collectivisme, un certain collectivisme conservateur. Alors, certains conservateurs, hein, il faudrait là entrer dans les détails, mais certains conservateurs aussi retiennent cette idée que l'homme n'est homme que dans un corps social, et si l'homme est corrompu, c'est parce que les corps sociaux naturels sont affaiblis. Hein, donc la famille, la nation, l'Église et l'État. Hein, et que donc il suffirait de restaurer ces corps collectifs, hein, de les restaurer pleinement selon leur nature, à ce moment-là, la société retrouverait la paix, l'harmonie, la justice. Alors, c'est très discutable, hein, dans la mesure où, évidemment, ces corps sociaux ne sont pas si naturels que cela. Ils sont en partie naturels et en partie très construits, et en partie très construits. Par exemple, dans la famille, bien sûr qu'il y a une tendance naturelle, mais il y a aussi... Il y a aussi le poids de l'histoire, hein, et la même chose, la nation, qui est souvent confondue avec l'État,
hein, bon, etc. Alors, en fait, ce que dit la philosophie libérale, et donc là je laisse un peu de côté le collectivisme, mais ce que dit la philosophie libérale, c'est que la seule réalité qui soit absolument naturelle, avant même la famille, c'est l'individu. Vous voyez, l'individu est antérieur à la famille. Et a fortiori, il est antérieur à la nation ou à l'État. Et donc, c'est l'individu qui est la référence en termes justement de droit. Il n'y a pas de droit pour les collectivités, il n'y a pas de droit pour des entités collectives. La seule chose qui dispose de droit, c'est-à-dire qui est sujet de droit, c'est l'individu humain. Alors évidemment, ce n'est pas les animaux, ni, comme on a dit, les corps collectifs. Et l'individu humain, alors voilà le cœur, si vous voulez, de la philosophie libérale, c'est que l'individu s'appartient à lui-même. Il n'est pas la propriété d'un autre. Autrement dit, il n'est pas esclave. S'il s'appartient à lui-même, c'est parce qu'il est libre. Ou il est libre parce qu'il s'appartient à lui-même. Les deux étant absolument indissociables. Et donc, n'étant pas la propriété d'un autre, il n'est pas esclave, et donc il peut disposer de lui-même, de ses facultés, comme il l'entend. Dans, évidemment, la limite du respect de la personne d'autrui. Et de même, la conséquence, c'est que s'il dispose librement de ses facultés, eh bien, il doit disposer également du fruit de son travail. Parce que le fruit de son travail, c'est le prolongement naturel de l'exercice, de l'usage de ses facultés. Et donc, partant de là, nul ne peut disposer d'autrui sans son consentement. Nul ne peut disposer du bien d'autrui sans son consentement. Et voilà la racine fondamentale du droit et de la justice. Et alors, il s'ensuit immédiatement que l'État n'a pas un pouvoir souverain. Hein. Autant dans l'approche collectiviste, évidemment, l'État a un pouvoir souverain puisque on lui doit tout. Bon. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'effectivement il y a une justice naturelle, antérieure, extérieure et supérieure à l'État, eh bien, effectivement, le pouvoir de l'État est nécessairement limité. Je vous cite une phrase de Bastiat dans La Loi. « L'État a-t-il d'autres droits que ceux que les citoyens ont déjà ? J'ai toujours pensé que sa mission était de protéger les droits existants déjà. » Et au passage, La Loi de Bastiat, c'est vraiment, je pense, le livre à lire si vous voulez. Alors, j'ai cité Ayn Rand tout à l'heure, donc Ayn Rand dans Atlas Shrugged, le discours de John Galt. Et il faut le lire, je pense, en parallèle avec La Loi de Bastiat. Hein, c'est très éclairant. Dans La Loi, Bastiat se révèle comme un théoricien des crises politiques. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est peut-être pas d'abord un théoricien des crises économiques, même s'il l'est aussi, mais il est, pour moi, en tout cas mes yeux, surtout un théoricien des crises politiques. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris qu'à la source des crises politiques, il y a une sorte de mécompréhension, de mauvaise compréhension de la loi, du rôle de la loi, des limites de la loi. Et ce que dit Bastiat aussi en permanence dans La Loi, c'est que l'État ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas non plus faire ce que les individus n'ont pas le droit de faire. Parce que si les individus délèguent à l'État une partie de leurs droits pour les protéger, eh bien, l'État ne peut agir que dans la limite des droits que les individus lui ont confiés. Et donc, il ne peut absolument pas faire ce qu'un individu n'a pas le droit de faire. Et on voit aussi immédiatement donc, que la raison d'être de l'autorité politique ou du pouvoir politique, elle est dans l'individu. Donc voilà, donc là on a effectivement un retournement complet dans l'ordre, du point de vue philosophique, hein, de la suprématie du collectif sur l'individuel à la suprématie de l'individuel sur le collectif. Sans pour autant en tirer la conclusion que l'homme ne pourrait pas ou n'aurait pas à s'associer, que les hommes n'auraient pas à s'associer pour essayer d'améliorer la vie et de faire que la vie soit meilleure. Bien évidemment, hein, l'association libre... En fait, le libéralisme n'est pas contre l'association. Hein, il est pour l'association libre. Il est contre l'association forcée. Voilà. Hein, la coopération est absolument nécessaire, elle est fondamentale. Venir en aide aux autres, à ceux qui ont du mal, à ceux qui sont fragiles, à ceux qui sont pauvres, oui, mais à condition que ce soit libre, à condition que ce soit le fruit du consentement et de la volonté et du choix des individus, et non pas d'une contrainte violente.
Alors, j'en viens donc à mon deuxième point, la différence entre le droit et la morale. Alors, il faut d'abord parler un petit peu de la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? Alors là, je vais parler d'abord de la morale personnelle, la morale privée. Je laisse de côté pour l'instant la morale sociale, parce que justement, c'est plutôt le droit, ça, la morale sociale. Mais la morale privée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la recherche du bonheur. C'est d'abord la recherche du bonheur, et c'est la recherche d'un code de valeurs, comme dit Ayn Rand, un code de valeurs qui guide mes actions, et qui guide mes actions vers le bien. Bon, vers ce que je considère comme étant le bien, objectivement. Alors, bon, évidemment, il y a plusieurs conceptions de la morale. C'est là où vous avez une justification déontologique du bien. Ça, c'est par exemple chez Kant avec le devoir, l'impératif catégorique. Vous pouvez avoir une justification utilitariste du bien, en disant le bien, pour chaque individu, pour chaque homme dans sa vie, c'est ce qui est utile, et c'est ce qui est utile au plus grand nombre. Bon, non seulement pour soi, mais pour le plus grand nombre. Ça, c'est une autre approche. Et puis vous avez l'approche la plus classique, la plus traditionnelle, qui est l'éthique des vertus, chez Aristote, qui met en exergue le daimonia, le bonheur, c'est-à-dire, mais le bonheur entendu non pas au sens du plaisir, mais au sens de l'accomplissement de ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est l'aptitude à penser. C'est l'aptitude à penser et à entrer en amitié avec les autres. Et donc, et on va trouver donc chez Aristote et chez les anciens de manière générale, aussi chez Platon ou Socrate, l'idée que l'homme s'accomplit par l'apprentissage des vertus, par l'acquisition des vertus. La prudence, la justice, entendu comme vertu ici, vertu personnelle, le courage, la tempérance, c'est-à-dire la modération dans les désirs. Là-dessus, je dirais que le libéralisme n'a pas grand-chose à dire. C'est pas tellement son objet, si vous voulez. La philosophie libérale, c'est une philosophie politique. C'est pas une morale. C'est pas une philosophie morale au sens de la morale personnelle. C'est pas une philosophie de la vie qui vous dit comment être heureux. Non, le libéralisme ne s'occupe pas de ça. Il le laisse finalement à l'appréciation et au jugement rationnel de tout un chacun. Là où la philosophie libérale a quelque chose à dire, c'est sur le droit. Alors, comment on passe de la morale au droit? La morale, donc, c'est, je l'ai dit, je le répète, quel est le meilleur comportement dans une situation particulière, quel est le meilleur comportement pour moi dans une situation particulière? Le droit se demande comment mon action peut s'accorder avec celle des autres dans une société. Dans quelles limites puis-je agir pour rechercher mon bonheur sans interférer avec les autres. Et autrement dit, le droit, c'est la règle ou l'ensemble des règles qui permet la coexistence pacifique des libertés. Voilà. Comment faire coexister des gens qui recherchent le bonheur et qui recherchent leur accomplissement personnel sans qu'ils se marchent dessus, qu'ils s'entredétruisent, etc. Et par conséquent, il faut, du coup, absolument définir ce qu'est le juste. Le droit, ici, c'est le juste, mais le juste entendu au sens, non pas de la justice personnelle, mais du juste politique, du juste dans la société, dans la cité. Qu'est-ce qu'un ordre juste? Comment, on va le dire autrement, c'est comment un homme doit-il traiter les autres hommes? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Et là, on voit que le droit, est constitutif de la philosophie politique. En tout cas, il est une grande partie de la philosophie politique. La deuxième grande partie de la philosophie politique, c'est toute la question du rapport au pouvoir. Parce que là, j'ai dit comment un homme doit-il traiter un autre homme? Il faut se poser aussi la question de comment un homme qui a du pouvoir doit-il traiter ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est la question, effectivement, de l'autorité politique et de l'État et du rapport des hommes à l'État. Alors, j'en viens à la question, donc maintenant, de l'articulation de la morale et du droit. Dans une philosophie politique,
réaliste et pour moi une philosophie politique réaliste et une philosophie politique libérale qui met la liberté au centre. Alors, je vais l'expliquer. D'abord, j'ai envie de partir d'une distinction qui a été faite bien souvent dans l'histoire de la philosophie, c'est la distinction entre le vice et le crime. Cette distinction, elle remonte presque au Moyen-Âge. Hein. Oui, elle remonte on peut la faire remonter à Abélard qui enseignait à Paris au XIIe siècle. Et lui, il faisait la distinction entre le péché et le crime, en disant le péché, c'est ce qui concerne mon rapport à Dieu. Donc le péché, c'est une affaire intérieure, du fort interne. C'est devant Dieu ou devant ma conscience que je dois m'accuser de mes péchés, voilà, mais pas devant la société. Et par contre, le crime regarde la société ou regarde les autres, parce que le crime, c'est un péché qui a pour conséquence un trouble grave, qui a pour conséquence de faire des victimes. Et à partir du moment où je fais des victimes, eh bien la société a un droit de regard et peut l'interdire et peut l'empêcher, y compris par la force. Ça, c'est déjà chez Abélard. Après, on va le retrouver chez des auteurs divers. Par exemple, Lysander Spooner, qui est un auteur américain du XIXe siècle, qui pose cette question, les vices sont-ils des crimes, dans un petit livre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'un vice, c'est une action qui nuit à soi-même et à ses propres biens. Un vice, c'est une action qui nuit à soi-même et à ses propres biens. Par exemple, la paresse, la gourmandise, l'imprudence, etc. Le crime, c'est une action par laquelle on nuit directement et volontairement à la personne d'autrui ou au bien d'autrui. Et la notion ici de volontaire, d'intentionnel est fondamentale. Parce qu'il peut y avoir des vices qui nuisent à autrui, mais qui ils nuisent pas volontairement. Bon, si je suis alcoolique, oui, ça va nuire à mes enfants, ça va nuire à ma femme, ça va nuire peut-être à mon travail, à mes collègues, etc. Bon, mais c'est indirect. Bon, encore qu'on peut toujours en discuter. Hein, voilà, tous les vices ont plus ou moins des conséquences sur l'extérieur, mais elles sont pas intentionnelles. On parle de crime dès lors qu'il y a intention de nuire. Bon. Et alors, se pose, une fois qu'on a dit ça, se pose la question de qu'en est-il de, par exemple, tout ce qu'on appelle les comportements à risque, la vitesse, la consommation de substances, qu'en est-il de la prostitution, qu'en est-il de l'adultère, l'homosexualité, qui a longtemps été considéré comme non seulement l'homosexualité, non seulement comme un péché, mais plus encore comme un crime. Bon. L'adultère a été longtemps aussi considéré comme un crime. Alors, quels sont les... Et aujourd'hui, vous savez qu'effectivement, la prostitution est un crime, que la consommation de substances interdites est un crime, etc., etc. Et donc, qui dit crime dit emprisonnement, dit coercition, la force et la menace physique. Donc, c'est pas du tout de la rigolade. Et il est certain que tant qu'on n'aura pas établi une distinction claire entre les deux et qu'on ne verra pas comment et pourquoi on peut distinguer les deux, il y aura de graves conséquences et on ne pourra pas être libre dans un pays quelconque s'il y a confusion entre les deux. Parce que si tout ce qui est immoral devient illégal, eh bien, il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté personnelle, il n'y a plus de choix, tout simplement. Alors, le principe ici de la solution réside dans l'interprétation, dans la compréhension de ce qu'on appelle nuire aux autres. Et là, je reviens à mon introduction. Le problème étant que nuire peut avoir un sens très large, comme par exemple, est-ce qu'un producteur dont les services sont mieux appréciés par les consommateurs nuit à ses concurrents ? Ben oui. Oui, le fait est qu'il nuit à ses concurrents. Alors, est-ce qu'il faut lui interdire de concurrencer ses concurrents ? Beaucoup de gens vont répondre oui, bien sûr. Si je refuse de vendre un produit à quelqu'un qui en a besoin, je refuse de lui vendre, je refuse d'échanger. Est-ce que je lui nuis ? Ben oui, je lui nuis. Est-ce que c'est criminel ? Ben certains diront oui, c'est criminel. Donc c'est interdit.
Et là, je prends volontairement des exemples dans le domaine économique, parce que les exemples que j'ai donnés, que j'ai évoqués tout à l'heure, prostitution, homosexualité, adultère, alcool, cannabis, c'est des choses qui sont peut-être davantage débattues et discutées. On ne voit pas souvent que le problème s'applique également à l'échange purement économique. Mais parce que, par exemple, toute la théorie marxiste de l'exploitation de la classe ouvrière repose sur cette confusion qui vous dit que le fait d'exercer une liberté économique est un crime. Toute la théorie marxiste de l'exploitation repose sur le fait que le salariat est un crime, que le licenciement est un crime, que la plus-value qui ne va pas dans la poche du travailleur, mais dans la poche du patron, c'est un crime, c'est un vol, c'est une injustice. Donc, il faut pas nier le fait que ça puisse nuire, la liberté économique, ça puisse nuire effectivement à des gens dans la société, à des proches, etc. Mais la seule façon correcte de définir le crime, c'est laquelle? Alors, c'est là où j'en viens à mon point peut-être essentiel, et après, je pourrais très vite conclure. C'est que la seule façon correcte de définir le crime, c'est de dire qu'on est criminel quand on dispose de la personne d'autrui et de ses biens, mais quand on en dispose physiquement. C'est-à-dire quand on agresse physiquement la personne et les biens d'autrui. Et là, ça résout beaucoup de problèmes. Ça résout beaucoup de problèmes parce que la plupart du temps, on déclare que quelque chose est un crime alors qu'il n'y a pas eu d'agression physique. Je vous donne un exemple récent, c'est l'affaire Dieudonné. Alors, Dieudonné, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un con, c'est un bouffon, il fait pas rire, etc. Bon. D'autres on disent au contraire, c'est quelqu'un qui dérange l'intelligentsia, et donc c'est très bien. Bon. Il dit des choses que les gens n'osent pas dire. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Mais lui interdire de parler, lui interdire de faire un spectacle, lui interdire d'avoir des opinions, de les exprimer, ça c'est criminel. Parce que c'est un interdit qui viole directement son droit à parler et à exercer son métier d'acteur. C'est direct, si vous voulez. C'est une agression physique sur sa personne et sur ses biens. Et c'est parfaitement criminel. Alors que lui-même n'a rien fait de criminel. Il a peut-être fait quelque chose d'immoral. À vous d'en juger. Peut-être qu'effectivement, il est immoral de dire telle ou telle chose sur les Juifs, d'en rire, etc. Et peut-être. Mais il n'y a pas de crime. Et à partir du moment où il n'y a pas de crime, il n'y a pas de raison de lui interdire. Voilà. Et vous savez que toutes les lois qui criminalisent les opinions, loi Pleven, loi Taubira, loi Guesso, etc., sont des lois parfaitement illégitimes et parfaitement injustes au regard de ce critère du droit individuel de propriété. Droit individuel de propriété. J'ai le droit de faire tout ce que je veux avec ce qui m'appartient, et nul n'a le droit de m'en empêcher. Nul n'a le droit de m'en empêcher. Alors bien sûr, la manière dont j'emploie mes biens, la manière dont j'emploie ma parole, etc., ça peut gêner les autres. Ça peut même être immoral, mais ça ne peut pas être illégal. Jamais. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, dans une société libre, personne n'agresse personne, personne ne vole personne, parfait, mais tous les gens deviennent immoraux, parce finalement, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent penser n'importe quoi, ils peuvent être paresseux, égoïstes, etc. Alors que c'est pas une société vivable, c'est pas une société humaine, ça. Justement, et alors là, on revient sur l'idée que non, il faut que l'État moralise le capitalisme, qui moralise la famille, qui moralise l'école, etc., l'entreprise, etc. Bon. Non, là, il y a à ce moment-là, si vous voulez, une erreur de perspective. Dans une société où les droits sont protégés, où les droits individuels sont protégés, il y aura nécessairement des institutions qui vont émerger des échanges entre les individus de façon à, par le biais de contrats individuels, de façon à permettre
la plus grande, le meilleur développement possible. Il y aura des gens pour aider les pauvres, il y aura des gens pour s'occuper des enfants dans le quartier, il y aura des gens pour les éduquer, etc., etc. Mais ce sera le fruit d'institutions qui émergeront librement de contrats individuels. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est pas garanti ça. Bon, là, je dirais que le libéralisme a toujours fait confiance dans la capacité, effectivement, de l'homme à rechercher le bien. Et je rappelle que, par exemple, Adam Smith disait il y a deux tendances en l'homme. Il y a une tendance, effectivement, à rechercher son propre intérêt au détriment de celui des autres, mais il y a une autre tendance en l'homme à rechercher l'empathie et du coup, à éprouver de l'empathie. Pour les autres. Je crois que c'est cet optimisme que nous gardons en nous-mêmes. Puis, alors, il faut peut-être ajouter aussi le fait que dans une société libre et pacifique, où les gens échangent librement, le marché lui-même produit une certaine moralité. Le marché produit une certaine moralité de façon indirecte, parce qu'il responsabilise les gens, il les met face à leurs actions. Donc la responsabilité individuelle, c'est ça qui crée une société humaine et une société dans laquelle il fait bon vivre et où les gens se comportent moralement. Et puis, là encore, bien entendu, il y a des traditions morales. Et les traditions morales, elles viennent de loin. Et on n'a pas besoin d'une autorité pour les imposer. Alors, je conclus en vous disant que c'est pas une réforme qu'il nous faut, c'est une révolution. Et c'est une révolution intellectuelle. Et je voudrais citer Ayn Rand une dernière fois, qui dit « Tant que nous ne sommes pas arrivés à la censure des idées », bon, on peut dire qu'on en est un peu arrivé là, mais enfin, pas encore au point d'être comme elle a vécu dans le régime soviétique, dans sa jeunesse. Nous n'avons pas à quitter la société comme le font les personnages d'Atlas Shrugged. Vous savez que, justement, c'est pour ça qu'on l'a appelé la grève en français, il y a des gens les créateurs, les hommes de l'esprit qui se retirent, qui font la grève, qui décident de ne plus produire, de ne plus se faire esclavagiser par la société. Donc elle dit, tant que nous ne sommes pas arrivés à la censure des idées, c'est-à-dire vraiment à la violence généralisée, disons, nous n'avons pas à quitter la société comme le font les personnages de la grève. Mais savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut couper les ponts d'avec la culture, en rejeter toutes les idées, l'entière philosophie dominante d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va très loin, il faut aller à la racine, il faut rejeter entièrement cette philosophie collectiviste qui ignore et qui nie le droit fondamental des individus à disposer d'eux-mêmes et de leurs biens. Merci.